Bonsoir et bienvenue sur la chaîne d'Océan de Coach. Nous sommes ici pour un nouvel épisode de Bric-à-brac d'idées. Je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement et démarrons ce live euh, doucement mais sûrement. Avant de commencer, je vais me présenter, prendre le temps de me présenter. Pour ceux qui y arrivent, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Frédéric Ranganayagi, coach professionnel. Et mon boulot, mon métier, mon travail, c'est d'accompagner mes clients à décider, à agir, à comprendre, à réfléchir, penser et surtout passer à l'action. Alors, par quels moyens, par quels outils j'utilise? Eh bien, il y en a de très simples et d'autres un peu plus complexes, mais simples à comprendre. Mon outil principal est le coaching et dans le coaching, j'intègre 2 outils extrêmement basiques, extrêmement simples, qui est la lecture et l'écriture et j'en ai pas besoin de plus. Passons à autre chose. Allons maintenant discuter des sujets qui sont extrêmement importants pour moi. Je disais, juste avant la coupure, quelle était la question qui était, turbullement posée, qui était: «Qu'est-ce que j'ai appris cette semaine finalement et qu'est-ce que je voudrais vous partager en tant que coach professionnel?» Alors, il y a une idée extrêmement forte que j'ai retenue cette semaine grâce à Anthony Autier, qui est un designer architecte français et qui a partagé lors d'une conférence dont j'ai assisté cette semaine, une idée assez intéressante. Et je repense aussi à la discussion que j'avais eue avec François Gilter, où il disait que les mathématiques, à un moment, ça devient abstrait. Et pour pouvoir comprendre, pour pouvoir agir, on a besoin de maîtriser la base. On a besoin de maîtriser les concepts de base pour pouvoir se construire et pouvoir aller dans des niveaux de plus en plus complexes. Et c'est exactement ce que je voulais parler par rapport à Anthony Autier, qui est finalement, lui, il disait que il a travaillé énormément. Il a beaucoup travaillé, c'est ce que j'ai compris, et il a appris des sujets qui étaient en lien avec son activité et les sujets qui étaient en lien avec son activité. C'est-à-dire que lui, il était dans le design, dans le design, à l'architecture, et il s'est intéressé à l'anthropologie, à la sociologie, à la psychologie et d'autres domaines qui gravitaient autour de son activité. Pourquoi? Eh bien, pour une seule raison, c'est-à-dire que quand vous arrivez devant un client, c'est ce que j'ai compris, si vous voulez le convaincre, si vous voulez qu'il achète vos compétences, qu'il prend vos services, bien, c'est important finalement que quand le client exprime son besoin, que vous arrivez à le comprendre, que vous arrivez à le situer. Et là, plus vous avez de savoir et de connaissances, mieux se passe le rendez-vous, mieux se passe la prestation et la livraison et délivre et de oui, la livraison de la prestation. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Ça me fait rappeler également une discussion que j'avais eue avec Amélie Staras, que bonsoir au passage, qui disait justement qui parlait de légitimité, arriver à un stade où on se convainc, où on se sent légitime et comment? Finalement, que ce soit, Anthony, que ce soit Amélie, heu, que ce soit d'autres personnes, même moi, c'est-à-dire qu'il y a une phase dans notre progression, dans notre parcours qui fait que nous avons créé, nous avons appris et nous avons eu une expérience qui nous permet de dire que nous avons validé nos compétences, que nous avons, réussi heu, à nous prouver à nous-mêmes que nous sommes capables, que nous sommes capables et ça, c'est très, très important.
Heu, Moi-même, quand j'ai débuté mon parcours d'entrepreneuriat, je n'avais aucune idée de ce que c'était que le coaching. Enfin, j'en avais une idée, mais pas suffisante pour pouvoir créer des services ou même pour pouvoir accompagner des personnes. Parce que cela dépasse clairement le cadre, juste d'avoir une définition et d'avoir pratiqué, heu, 80 enfin une centaine d'heures de coaching, d'avoir été mentoré, d'avoir été coaché, d'avoir été supervisé. Ça ne suffit pas pour construire des services parce que cela nécessite en tant qu'entrepreneur, on n'est pas juste coach. Coach, il accompagne, OK, il sait poser des questions, il sait amener l'autre à réfléchir, il sait créer des situations pour amener l'autre à progresser. Mais la question pour un entrepreneur n'est pas qu'est-ce que je sais faire finalement? Parce que la question c'est comment je le raconte? Quelle histoire je raconte pour donner envie à l'autre de prendre mes services? Et c'est cette question-là qui est intéressante et qui est au cœur du sujet. Quelle histoire nous nous racontons déjà de une? Et là, je pense à Christophe Créremen avec cet épisode de Fil de l'idée que je dis passe le salut, que je dis bonsoir au passage plutôt. Et et finalement, quelle histoire on raconte aux autres? Et c'est dans cette optique-là que ce soir, j'aimerais prendre un temps de réflexion et de partage sur la façon d'écrire des histoires, la façon de raconter des histoires et de se rendre compte que les histoires que l'on écrit se basent essentiellement sur un arbitrage et sur un ensemble de combinaisons et cet arbitrage est un ensemble de paramètres, et la décision finale est le résultat de ces paramètres. Et ce qui est difficile, ce qui est vraiment difficile à concevoir, c'est que le nombre de paramètres est infini. C'est-à-dire qu'on ne pourrait le concevoir dans notre esprit. C'est là où la systémique, par exemple, où on se rend compte que, nous avons une relation sur notre environnement et notre environnement a une relation sur nous. Et vous vous rendez bien compte que la complexité des relations et des interactions, des influences qui se jouent dans une situation est astronomique. Et nous, en tant qu'humains, nous devons bien faire des choix, simplifier cette complexité pour pouvoir passer à l'action. Parce qu'on n'aurait pas suffisamment de temps finalement pour réfléchir et prendre en compte l'ensemble des paramètres. Aujourd'hui, en tout cas, heu, il y a énormément de paramètres, enfin, je veux dire, il y a énormément de décisions, que ce soit des entrepreneurs, des dirigeants, des personnes, des particuliers ou même des personnes que vous connaissez et même vous-même. Vous prenez des décisions avec un certain nombre de paramètres que vous avez en tête et que vous avez pris le temps de peser et souvent il y a un paramètre qui influe, et qui est présent, c'est l'émotionnel. Le paramètre émotionnel, il a beaucoup d'impact si on ne sait pas le gérer correctement, si on ne sait pas le nommer, si on ne sait pas comment s'y prendre. Il peut vous amener à décider, à prendre des décisions qui ne sont tout du moins, finalement avec du recul, ce n'aurait pas ce que vous voulez comme résultat. Et finalement, c'est ça la le challenge. C'est-à-dire que face à cette immensité d'informations et de paramétrage, comment vous vous y prenez? Et finalement, ce que j'ai appris et c'est là où je remercie, ces nombreuses discussions avec ces dirigeants, ces chefs d'entreprise, ces étudiants, des collègues et l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées parce que finalement, j'ai appris une chose, c'est que malgré nos incohérences, malgré nos paradoxes, malgré nos incompétences, notre ignorance, eh bien, c'est grâce à l'erreur, aux échecs, que plus en plus que nous avançons dans notre vie, plus en plus nous avons des éléments qui nous permettent de prendre des meilleures décisions. Ou du moins, de pouvoir passer plus rapidement, et d'avancer et ne pas trop s'attarder sur des erreurs commises car on arrive
avec l'expérience, avec la connaissance, avec nos recherches, avec ce qu'on a vécu, ce qu'on a rencontré, ce qu'on a appris, à pouvoir diminuer le temps d'acceptation, en tout cas du processus d'acceptation et d'aller plus vite. Et là, il y a une idée exceptionnelle, il y a que Édouard, je vais vérifier son prénom, Édouard, hop, Édouard Bougeret, qui a écrit sur l'acceptation et qui est très intéressant d'ailleurs. Et il y a cette notion-là que je veux partager, que accepter quelque chose, ce n'est pas le faire une fois. Il y a cette dimension-là. Et d'ailleurs, si vous allez sur son profil et sur son site internet, vous verrez sa définition et quelles sont les idées qu'il y a mis. C'est super intéressant d'avoir une vision assez globale, c'est-à-dire, vous savez où est-ce que ça démarre? Quand est-ce qu'a été apparu, quelle est la définition au sens étymologique du terme? Qu'est-ce qu'il signifie, en termes de manière, linguistique et étymologique? Et surtout, bah, quelles sont les idées qui se rapprochent? Allez-y, ça vaut le coup d'œil, ça vaut le regard. En tout cas, pour moi, ça le vaut clairement. Maintenant, l'idée que je disais, c'était que oui, ça, l'acceptation, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois, mais c'est quelque chose qui peut revenir, qui est cyclique et finalement, ce n'est pas si évident d'accepter des choses et il y a, non seulement un processus à faire une fois, mais un processus à reproduire plus d'une fois par rapport à certaines situations. Et ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Il y a il y a une autre idée aussi, que j'aimais bien qu'on a partagée avec, dans cette conférence c'était, cette idée d'aller vers sa singularité, et que finalement, heu, c'est quand même fort de dire: «Aller vers sa singularité». Pourquoi? Parce que cela signifie que nous sommes uniques. Mais en même temps, si on réfléchit bien, on a certes des différences et on a un droit à la différence. Mais en même temps, on a un droit aussi à la ressemblance. Nous avons tous des points communs. En tout cas, nous sommes tous humains. En tout cas, sur le papier, nous avons tous en France, du moins, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons des valeurs que nous partageons et que, nous pour le moment en tout cas, une grande majorité sont d'accord parce que sinon il y aurait eu je pense un renversement et et c'est ça qui m'a fait réfléchir, c'est-à-dire que moi, nous sommes dans un bric-à-brac d'idées. Je suis entrepreneur, je suis finalement, responsable de mon entreprise et longtemps, très, très longtemps, je n'ai pas eu les connaissances suffisantes pour pouvoir faire prospérer mon entreprise et c'est pour cela que peut-être que si vous me suivez depuis un moment ou si vous m'avez connu avant, j'étais quelqu'un qui riait beaucoup et qui n'avait pas grand-chose de ce que j'ai aujourd'hui comme connaissance. Or, je me suis aperçu que finalement, hem et je l'ai dit à un ancien collègue, j'aurais aimé rencontrer quelqu'un comme moi à ce moment-là. C'est-à-dire la personne dont je suis devenu, j'aurais aimé rencontrer cette personne pourquoi? Parce que, finalement, j'ai compris que Hem, il y a des choses à connaître pour pouvoir avancer de manière plus sereine dans la vie. En tout cas, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une vie heureuse, une vie épanouie, mais vous allez avoir une vie pleine d'espoir. Pourquoi? Parce que le savoir amène la tolérance et la tolérance, finalement, amène des relations quelque part. Elle a cette faculté, on va dire cette idée de tolérance, elle a ce pouvoir de vous permettre, finalement de pouvoir déployer et d'activer toute votre curiosité envers l'autre,
Heu, tout votre regard sera différent selon que vous soyez éduqué ou non, que vous soyez, initié à l'art de la relation. Heu et finalement, bah, je m'aperçois que aujourd'hui, j'ai des idées extrêmement intéressantes qui me viennent pas de moi, bien entendu, qui viennent des recherches, qui viennent de mon expérience, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, grâce aux personnes que j'ai lues. Et c'est ça l'intérêt finalement. C'est ça l'intérêt d'aller vers les autres, c'est que les autres possèdent des trésors inavoués et que finalement, c'est l'art de la conversation, l'art de la communication qui permet de faire des ponts et faire finalement dupliquer les trésors qu'ils possèdent. Et là, on pourrait mettre là je parle en métaphore, mais on pourrait mettre une image plus concrète. Concrètement, c'est quoi le trésor? Les trésors, c'est les idées que la personne possède. C'est les connaissances, c'est les savoirs produits. Et c'est là toute la richesse. Plus vous rencontrez du monde, plus non seulement plus vous ouvrez vos possibilités, vous sortez de votre bulle et vous vous connectez à des bulles qui sont différentes du vôtre. Et en plus de ça, vous avez la possibilité de vivre un peu plus longtemps finalement. Parce que plus vous connaissez de personnes, plus vous avez de chances de rencontrer des bonnes personnes qui vont quelque part améliorer votre, comment dire? Votre condition et votre qualité de vie. Et ça, c'est tout bonnement important de prendre conscience. Et vous alors? Si vous m'écoutez ou si vous passez par là un moment, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que connaître beaucoup de personnes est un avantage ou un défaut? Moi, aujourd'hui, la question, du moins, c'est mon avis. Pour moi, c'est un avantage de connaître le plus de monde possible. Et je vous ai donné la raison qui était, ben, ça vous ouvre des opportunités, ça vous permet de vous remettre en question parce que, finalement, il y a quelque chose dans les relations avec l'autre qui retranscrit, qui est l'altérité, la différence. Et quand vous vous apercevez que l'autre, ne pense pas comme vous, et qu'il vous résiste et surtout que vous ne pouvez pas changer l'autre. Parce que si vous voulez changer l'autre, c'est le meilleur moyen de perdre vos relations et de vous faire attaquer. Ça c'est sûr. Parce que quelqu'un change parce qu'il l'a décidé, parce qu'il a envie de le faire, que ce soit inconsciemment ou consciemment, qu'il a un intérêt de le faire. Et ici, vous pouvez essayer du moins à essayer de créer l'intérêt, à essayer de l'obliger, mais dès qu'il aura la possibilité de s'échapper, de s'en sortir, eh bien il le fera et vous aurez cette obligation d'être présent et d'avoir un contrôle total à chaque instant sur ses faits et gestes, sur son esprit, sur ses pensées et là, on peut mettre un mot finalement là-dessus qui est de la l'endoctrinement, la manipulation. C'est-à-dire que là, vous n'éduquez pas l'autre. Vous êtes en train de vouloir façonner un autre tel que vous voulez pour répondre à votre besoin à vous, à vos désirs à vous. Et là, c'est une forme de manipulation qu'on retrouve dans la pédagogie, par exemple, à vouloir créer des personnes, mais en se rappelant, comme le dit Philippe Mérieux, qu'en face de nous, nous n'avons pas un objet à façonner, nous avons un être humain, nous avons un individu qui est en train de se construire et dans lequel nous devons l'aider dans cette démarche en lui proposant des activités, des situations, qui lui permettent finalement de progresser et de titiller cette curiosité pour l'amener finalement vers des choses beaucoup plus intéressantes intellectuellement, socialement, heu heu démocratiquement, par exemple et même, on pourrait même le dire, spirituellement, finalement et la spiritualité, finalement, c'est tout ce qui se rapporte à l'esprit et tout ce qui se rapporte à l'esprit, si on le dit comme ça, on parle alors de psychologie, d'analyse de vos pensées, d'analyse de vos comportements, de et tout ça, finalement, est lié et
D'ailleurs, ça me fait penser quand je parle de ça que dans une discussion précédente avec François Gilter, on se posait la question, ben, pourquoi les disciplines sont-elles aussi, séparées, que dans le cursus, scolaire et aussi distinctes? Il se trouve qu'avant, un mathématicien, par exemple, pour prendre un exemple, était finalement, étudier finalement l'ensemble des disciplines et c'est cette, richesse qui lui permettait d'avoir parfois une telle créativité, une telle connaissance et pouvoir faire progresser le savoir. Hem, il y a quelque chose que je veux vous montrer, on va prendre le temps, alors, je vais ouvrir, hop, Explorer, non, c'est pas ça, Microsoft Edge. Séance de coach. Hop, voilà, je suis dessus. Voilà. On va parler d'un nouveau service que j'ai lancé et en même temps, on va parler des idées qui y sont associées et je vais vous dire un peu plus, détailler un petit peu plus, qu'est-ce qui se cache derrière ce service et en quoi il est si important pour moi et comment je l'ai créé, comment je l'ai conçu et qui m'a aidé pour le concevoir, qu'est-ce que ça produit finalement et concrètement et pourquoi vous devriez, le prendre. Tac, voilà, on est passé sur hop. Alors, vous avez vu que, heu, j'ai lancé, semaine dernière un nouveau service. Finalement, pour résumer, pour ceux qui connaissent pas et qui vont arriver sur cette vidéo, moi, je suis coach professionnel. J'ai une définition du coaching qui est propre à moi, sur lequel je me base pour définir mes services, créer et concevoir mes services et un des services, j'en ai 3 aujourd'hui que je propose, qui est Au fil de l'idée, qui mélange podcast et coaching. Et j'ai déposé, respiré, avancé. Là, c'est vraiment une séance dédiée à l'expression, dédiée au relâchement, lâcher prise et à reprendre et retrouver ses priorités. Là, dans cette séance, clairement, vous allez mettre des mots sur ce qui vous pèse et en faisant ça, vous allez avoir une certaine forme d'acceptation. Vous allez vivre un processus d'acceptation qui va vous amener un bien-être, un apaisement immédiat et ce qui va vous permettre finalement de déposer ce que vous avez dans votre charge, mentale et vous allez déposer sur papier et vous allez faire de la place et grâce à ça, en faisant de la place, vous allez pouvoir retrouver vos priorités et savoir exactement quelle est la prochaine étape à réaliser. Ensuite, là, nous avons l'atelier de pensée. Atelier de pensée, c'est vraiment du coaching pur et simple, où là, nous allons passer à définir des projets, définir une problématique ensemble. Nous allons réfléchir à cette problématique, nous allons l'analyser, euh, on va ensemble mettre en place des situations dans lesquelles vous allez mettre en pratique pour pouvoir définir, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir réfléchir, penser votre problématique et que finalement vous-même, vous arrivez à comprendre ce qui se joue et en plus de ça, pouvoir développer une stratégie, une, et finalement réussir et atteindre cet objectif que moi j'aime beaucoup qui est de réussir par vous-même. C'est-à-dire que avec mon aide, avec mon accompagnement, nous allons vous aider à penser mieux, à réfléchir mieux pour justement avoir des résultats qui sont à la hauteur de votre réflexion. Et si moi j'arrive à améliorer votre cadre de pensée en vous proposant un cadre qui ramène un cadre objectif, qui vous amène
réfléchir, penser, détecter, analyser, comparer, eh bien ça va vous permettre d'avoir une meilleure vision de votre problématique, de votre situation et de ça, vous allez pouvoir réfléchir pour concevoir des actions qui vont aller chercher ce que vous avez besoin. Hem, je vous parlais tout de au plus un peu plus tôt que c'est un arbitrage qu'on fait et que cet arbitrage est composé de paramètres et tout je vous ai parlé du paramètre émotionnel, mais il y a un autre paramètre qui joue énormément, c'est celui des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous comme valeur? Par exemple, la justice. Ça peut être une valeur pour certaines personnes et cette valeur justice, dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a énormément d'actes injustes. Et cela active chez les personnes une certaine forme de culpabilité, on peut le dire. Et si vous vous sentez coupable et que vous vous jugez coupable, rappelons-le, ça peut être une histoire que vous vous racontez, mais est-ce que cette histoire, elle vaut le coup finalement? C'est des questions à se poser. Et pourquoi je dis ça? Parce que si vous vous jugez et que vous vous sentez coupable, impuissant face à une situation d'injustice, alors, ça veut dire quelque part que vous ne voyez pas autre chose que ça et c'est là où le coaching peut arriver et permettre une ouverture à, montrer, là je pense à Christophe, montrer une porte, éclairer une porte que peut-être vous n'avez pas vue et que vous devez la franchir pour aller apprendre davantage et pouvoir vous débloquer cette situation et comprendre que finalement il y a des choses et accepter, c'est pas juste comprendre, c'est accepter qu'il y a des choses qu'on peut avoir à la main, il y a des choses non. Et sur ces choses qu'on ne peut pas avoir à la main, on n'a pas de contrôle pour être plus précis. Eh bien, il faut aller chercher sur quoi on peut agir. Parfois, je le reconnais, hem, et ça c'est pas facile et évident de l'accepter, mais entre ce qu'on désire et ce qui est possible, le réel, il peut y avoir du fantasme et un écart, un vrai écart et ce décalage-là peut créer des tensions, des frictions qui nécessitent d'être accompagnées, qui nécessitent, parfois, ça peut générer de la souffrance. Là, pensez à un psychologue finalement, pensez à un psy ou vous pouvez le gérer vous-même aussi en faisant de l'écriture, ça peut être une possibilité. Vous pouvez aussi en parler avec d'autres personnes qui le vivent. Ça peut être déjà une première étape. En tout cas, l'important, c'est cette notion de aller vers l'autre, aller vers l'autre. Parce que ce que vous vivez, potentiellement d'autres le vivent, que ce soit des vivants ou des personnes décédées. C'est-à-dire les personnes qui ont écrit des ouvrages, qui racontent leurs souffrances, qui racontent leur mal-être, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a aussi la littérature scientifique qui peut vous donner une, analyse, des hypothèses pour, déjà comprendre ce qui se passe de manière, heu heu, rationnelle et logique avec, un processus de validation, avec des essais et ça c'est des choses salutogènes. C'est-à-dire que c'est bon pour votre santé. C'est des éléments sur lesquels qui va améliorer votre santé. Maintenant, je Je voulais prendre le temps de parler de déposer, respirer, avancer. Finalement, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai écrit une phrase que j'aime beaucoup, c'est et ça, ça me fait plaisir parce que je le crois et ça représente bien ma pensée et mon idée. Cette séance a pour but de vous amener à faire acte d'intelligence, permettre à une vos pensées de s'exprimer pour qu'elles se diluent pour qu'elles ne se diluent pas dans le chaos justement. Et là, ce qui est important de cette phrase, c'est faire acte d'intelligence. Et ce qui est un exercice particulièrement éreintant, exigeant, difficile, c'est de définir l'intelligence. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'il existe des modèles qui décrivent, qui essaient du moins, qui donnent une définition de l'intelligence. Si je parle d'intelligence, à quoi pensez-vous en premier?
Moi, je pense que vous allez parler de, quotient intellectuel, le QI. Et c'est une très bonne piste. Déjà, heu, c'est une façon de pouvoir mettre, une notion derrière le mot intelligence, mais sachez qu'il en existe d'autres et qu'il y a de nombreuses personnes qui sont attelées à essayer de définir et du moins, moi ce que je retiens de ces définitions en tout cas, c'est que finalement quelqu'un, peut avoir une capacité intellectuelle, élevée, mais qu'il ne l'utilise pas tout le temps. C'est peut-être à des moments précis qu'elle est capable de faire, cette analyse et finalement faire acte d'intelligence, c'est, ça ce que je voulais dire par là, c'est amener, un traitement de l'information, amener une expression de raisonnement qui se joue à l'intérieur de l'individu, le faire ressortir pour permettre justement ce traitement et pouvoir amener l'individu à prendre conscience des erreurs de raisonnement et rendre perceptibles ces erreurs. Non pas pour, stigmatiser, non pas pour, se moquer, mais justement pour qu'elle puisse prendre conscience que son raisonnement a tel impact, produit telle conséquence, telle et que finalement, elle a la possibilité de modifier, en amont pour que le résultat change. Et c'est là où il y a une phrase, qu'on qu'on entend parfois qui est, en tout cas, c'est inspiré de cette phrase, je ne me rappelle plus exactement de ce que c'est, mais si on veut un résultat différent, il ne faut pas faire la même chose. C'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire que si vous faites la même chose, il y a énormément de chances que vous obtenez un résultat, similaire. Et là-dessus, c'est pas évident, c'est même, difficile, de se dire, parfois dans des situations, là je parle pas, pour éviter de faire une généralisation, je reconnais que la difficulté finalement se situe dans cet élan, cet effort de faire. Parce que finalement, si on regarde bien, heu, parfois, beaucoup de fois même, dans de nombreuses situations, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on veut, mais on n'y arrive pas. Et c'est là toute la complexité parce qu'il n'y a pas de formule mathématique, finalement pour tout le monde, pour résoudre cette problématique. Parce que, il y a un niveau d'incertitude qui est extrêmement important et qui fait que on ne peut pas forcément, trouver une solution pour tout le monde qui marche pour tous et qui fonctionne pour tous. Et cela me fait rappeler, finalement, et ça me rappelle, heu, bah, que moi, à chaque séance de coaching, je suis obligé de réinventer une séance de coaching. Cela sous-entend qu'il n'y a pas de remède miracle, ni de méthode toute faite. C'est un ajustement en fonction de ce qu'on perçoit au moment. On puise dans des outils, on puise dans des idées, et on va essayer de concevoir quelque chose qui puisse aider l'autre. Et l'autre, j'aime bien cette phrase qui est inspirée de Emmanuel Lévinas, qui est l'infini. On ne peut pas réduire l'autre parce qu'il est infini. Et j'aime beaucoup quand il le définit et je vais prendre le temps de le reciter ce passage parce il m'est cher, il m'est très cher et je trouve que cette idée et dans la lignée des idées, des valeurs humanistes, des siècles de lumière, ça va dans ce sens-là et pour moi, c'est bon pour moi en tout cas, de penser comme ça et de voir le monde comme ça. Ça m'aide moi dans mon business d'ailleurs. Hem, Pourquoi? Parce que finalement, je vous disais au début que l'important, c'est finalement, c'est pas qui tu es, c'est pas c'est important, mais
il y a une priorité dans le business, c'est qui tu connais. C'est et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est vrai que on pourrait dire que c'est par étapes, c'est peut-être avant de savoir qui je connais, moi même pas, finalement ça dépend des gens. Quand je réfléchis à ça, je me dis: «Peu importe où tu prends, il y aura toujours ces 2 questions finalement. Qui tu es? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu réponds? À quoi tu réponds comme besoin? Et comment tu t'y prends?» et cetera. Mais surtout, si, ceux qui réussissent, ils arrivent à répondre à cette question, heu: «Qui je connais?» Et si tu me dis qui tu connais, je vais savoir immédiatement si peut-être est-ce que tu vas réussir ou pas. Parce que finalement, la réussite, elle dépend beaucoup de l'autre et l'autre, ça peut être les clients, ça peut être les partenaires, ça peut être, les personnes qui vous aident dans votre business, qui vous aident à vous faire connaître, qui vous fait des propositions. Ça peut être des prestataires, ça peut être énormément de l'autre est vraiment, toutes les personnes qui peuvent contribuer à votre activité. Juste quelque chose, une aparté, vous ouvrez votre entreprise, juste le fait que vous utilisez un moyen de paiement, par exemple, vous recevez de l'argent, vous utilisez une plateforme. C'est une aide de l'autre. Pour exemple, c'est une aide de l'autre. Imaginez que vous êtes là, vous créez des objets. Objets, j'entends, que vous avez mis votre intelligence dedans et ça peut être un texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, un son. Quelque chose qui est tangible, c'est-à-dire qu'on peut capter par nos sens, on peut entendre par exemple, on peut voir, on peut analyser, comparer et cetera. On peut toucher, par exemple, c'est pour les artisans. Et c'est là où, c'est intéressant de se dire que finalement, si quelqu'un voit votre œuvre, voit votre objet que vous avez créé, eh bien, potentiellement, il peut l'adorer, il peut l'aimer et il peut vous faire des propositions et c'est là que l'autre vous aide et c'est là que c'est important de que qui tu connais et c'est là que vous allez faire des rencontres formidables et il y a une idée que j'aimerais, partager à vous entrepreneurs ou qui veulent se lancer. Est-ce que pour vous, finalement, cette idée de se dire que Heu, on a tous entendu parler du business model, du business plan et qu'il faut le faire. Mais est-ce que vous avez conscience que ce business model, ce business plan et ça c'est ma croyance, j'aimerais avoir votre avis, heu, qu'il se construit dans le temps, qu'il se construit au fil de vos expériences? C'est-à-dire qu'il ne se définit pas tout de suite, immédiatement, mais il est un brouillon sur lequel vous travaillez et qui prend forme petit à petit, heure après heure, expérience après expérience, pour vous permettre d'un affinage. C'est-à-dire, moi, j'imagine bien le business model quand vous le créez, c'est comme un gros rocher brut, vraiment brut et au fil des années, au fil des mois, avec la rencontre des prospects, avec en testant vos produits, en testant vos services, vous affinez ce gros rocher et c'est là où, à la fin, vous avez une belle œuvre d'art, vous avez un business plan qui vous correspond, qui fonctionne et là, l'erreur que je dirais, c'est pour avoir vu, énormément de conseillers, en tout du moins, pour avoir été moi-même, été dans l'obligation de créer un business plan pour pouvoir me présenter par exemple dans des pépinières ou dans des structures qui accueillent des porteurs de projets, eh bien, on parle tout de suite de cela. À quel stade vous êtes dans votre projet et est-ce que vous avez déjà commencé une étude de marché, une étude de cas, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est important de le faire. Mais je crois qu'il est important aussi de préciser à l'autre que cela est une étape et qu'il y en aura d'autres et que chaque étape va permettre de affiner, de reconstruire ou peut-être même de basculer et arriver à un résultat qui convient. Et cela va nécessiter des efforts, des expériences et aller vers l'autre. Et tout ça, je pense qu'il n'est pas assez répété. Et en tout cas, moi, j'ai envie de le répéter, ce discours-là. C'est que les choses prennent du temps et de l'effort. Et il n'y a pas de, il n'y a pas de résultat sans sans que vous allez, tester, sans que vous allez par vous-même, faire les choses. Heu, du moins à ma connaissance, toutes les personnes qui ont réussi et que je vois qui ont réussi, ont cette compétence
de connaître du monde, ont cette compétence de communiquer avec les autres. Et et ça, c'est incroyable de se dire que finalement, il y a une discipline qui est la communication sur lequel, elle impacte tout le monde et elle nous impacte nous à toute échelle et tout domaine et bien que finalement, c'est un apprentissage de toute une vie. C'est ça que je voulais dire. Alors revenons à Emmanuel Lévinas. Hop. On retrouve cette phrase dans Éthique et de l'infini. Alors pour ceux qui ne savent pas, Emmanuel Lévinas, c'est un philosophe français d'origine lituanienne, figure majeure de la philosophie du XXe siècle, connu pour sa pensée éthique centrée sur la primauté de la responsabilité envers autrui. Et il est né le 12 janvier 1906 à Kaunas, Kaunas, en Lituanie. Il est décédé à Paris le 25 décembre 1995. Et lui, il y a une phrase qui se retrouve dans Totalité et Infini, hem, que j'aime beaucoup où il décrit l'infini. Et ça, qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça? C'est que dans ces descriptions, dans ces idées, eh bien, c'est grâce à ces personnes-là, finalement, ces personnes qui sont mortes, mais qui ont laissé une trace grâce à leurs écrits, qui me permettent de me construire, de m'améliorer, d'aller au-delà de ce que je suis capable et du moins, dont j'en ai conscience que je suis capable. Parce que finalement, ces idées-là, ces idées fortes que je vous partage parfois, c'est des idées qui vous poussent à aller au-delà de ce que vous êtes, au-delà où est-ce que vous êtes et que finalement ça est un espoir et c'est clairement une invitation à aller vers ces idées, à lire, à regarder des grands penseurs, parce qu'ils ont une façon de présenter des idées qui permettent de vous instruire, de vous éduquer, mais également d'améliorer votre cadre de travail, d'améliorer vos conditions et votre qualité de vie. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le savoir est là, il faut le cueillir, il faut le prendre. Et celui parfois j'ai vu passer que la connaissance rend malheureux. Ben ça, c'est du connerie, c'est une connerie, pourquoi je dis ça? C'est une connerie. Parce que pour moi, c'est grâce à la connaissance que finalement on devient plus heureux. Parce qu'il y a un plaisir dans l'apprentissage. Il y a réellement un plaisir dans l'apprentissage et ceux qui n'ont plus de plaisir à apprendre, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Allez chercher des gens qui s'y connaissent. Peut-être vous êtes en dépression, qui sait? Peut-être que vous avez un problème que vous ne savez pas. Peut-être que ça ne va pas, mais que vous n'avez pas conscience que ça ne va pas. Parce que si vous n'avez plus de plaisir, peut-être que vous êtes tout simplement fatigué. Et si vous êtes fatigué, bien évidemment, si cette hypothèse est valide, alors c'est normal que vous n'avez pas de joie, vous n'avez pas de plaisir, vous n'avez pas de curiosité, vous n'avez pas l'effort, vous n'avez pas l'envie de faire des efforts, vous n'avez pas la possibilité de faire des efforts. C'est peut-être que vous êtes en épuisement professionnel. Peut-être que votre environnement ne vous permet pas d'avoir des choses qui vous stimulent et d'où l'importance d'aller chercher les autres, des grands penseurs et pourquoi? Parce qu'ils vont vous stimuler, ils vont vous amener à être curieux, ils vont réveiller cette curiosité que vous avez et qui va vous permettre d'aller et quelque part, si vous avez du plaisir, vous avez de la joie, eh bien, ce sera beaucoup plus facile finalement aussi, d'aller vers l'autre et ça participe. Plus vous apprenez, plus vous avez du plaisir, plus vous avez de la joie, plus vous rencontrez du monde, plus vous apprenez. C'est un cycle, c'est effet boule de neige, c'est effet boule de neige et en plus de ça, on sait bien que des fois quand on pense, on marche par association et bah, plus vous apprenez, plus vous avez des associations, plus vous avez des pensées complexes et plus vous
rendez compte de la complexité du monde et plus vous apprenez à définir ce que vous pensez, tout en gardant que ce que vous dites est dans une certaine mesure, dans une certaine proportion par rapport à la réalité qui est. Ça, je l'ai beaucoup souffert de ça, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à exprimer ma pensée, beaucoup de mal à me faire comprendre parce que, finalement, j'étais ignorant, j'étais incompétent. De plus en plus, en écoutant les professionnels, en écoutant les grands journalistes, les grands auteurs, notamment les pédagogues, j'arrive de mieux en mieux à faire l'effort et à prendre le temps de pouvoir décortiquer ma pensée et pouvoir la présenter à son échelle d'action. C'est Je ne sais pas si c'est assez clair. Dites-moi si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, c'est quelque chose d'assez laborieux que je suis en train de pratiquer, d'exercer et les bric-à-brac sont là pour ça finalement. Je vais voir s'il y a des commentaires, si vous êtes présents? Peut-être non? Alors, hem finalement, les bric-à-brac sont salutogènes pour moi, c'est bon pour ma santé et la lecture et l'écriture sont exactement bons aussi pour moi, parce qu'elles me permettent de faire ce travail-là. Heu et ce que je voulais dire en plus de ça, à rajouter à cela, c'est-à-dire que, il y a une phrase, je vais essayer de la retrouver, je suis pas sûr que je vais la retrouver, c'est avoir le cul, en fer. Cul de Et là, quoi de plus efficace, d'essayer de retrouver cette chose-là via Google ou via une IA pour vous aider là, elle est pratique, du moins pour générer des idées ou ben retrouver des choses, des pistes. Là, elle est super pratique. Oh, alors. Mmh, je ne sais pas. Je regarderai et je vous ferai un retour si je retrouve cette citation-là. Ah, vous avez un re et un an, vous avez un Stéph là, je vois une formulation et qui est: «Écrivez une page par jour, seulement 300 mots et en un an, vous aurez un roman». C'est de Stephen King. Mais ce n'était pas ça, ce n'était pas de lui. Je regarderai ça. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un exercice que certaines personnes, conseillent, c'est de tous les jours, de s'asseoir sur sa chaise et d'écrire 3000 mots et de ne pas s'arrêter en écrivant 3000 mots. Et finalement, c'est un exercice, on peut le dire, hein, thérapeutique, psychanalytique, qui finalement, parce que, on se crée une contrainte dans laquelle elle va nous permettre d'avoir un espace de liberté. C'est-à-dire, on sait qu'on doit écrire 3000 mots, c'est la contrainte et
Et qu'est-ce qu'on peut y faire? On a la liberté de choisir tous les mots qu'on a. Et ça peut être un exercice qui permet d'aller chercher de nouveaux mots, de nouvelles idées et de pouvoir remplir ce carnet. Et il ne faut pas s'arrêter tant que la copie n'est pas noire. D'ailleurs, j'y pense. Et cette astuce, elle sera pépite. Est-ce que vous voulez le savoir? Comment gérer la page blanche, l'anxiété, la peur de la page blanche? Comment gérer, traiter la peur, l'anxiété, l'angoisse de la page blanche? Si vous voulez le savoir, écrivez-le en commentaire et j'en ferai une vidéo. Cette astuce fonctionne dans 80 des cas, c'est sûr. Hem Et je crois même qu'une fois que vous l'aurez su, vous vous rendrez compte que vous le savez déjà. Et c'est quelque chose de vraiment, c'est quelque chose que tout le monde utilise, mais n'a pas conscience qu'on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Et vous allez voir que c'est quelque chose vraiment de très commun, qu'on retrouve partout sur cette terre, sur cette planète, dans toute civilisation, on l'utilise. Pour vous dire, on l'a utilisé même. Et c'est incroyable quand j'ai découvert ça. En tout cas, je dis bien découvert parce que ça existe et c'est utilisé déjà, mais quand j'ai découvert qu'on pouvait l'utiliser dans ce cadre-là pour lutter contre la page blanche, j'ai été extrêmement surpris. Alors, il y a quelque chose aussi que je suis en train de travailler, vous l'aurez peut-être remarqué. Je suis en train de travailler ma diction mais également, ma prononciation des mots et surtout la mélodie, la musicalité de mes paroles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'apprendre comment m'exprimer pour que ma parole soit intelligible, mais également audible. Et pour ce faire, je me suis aperçu que les animateurs télé finissent leurs phrases, et là c'est une astuce que je vous donne et je l'ai découvert avec, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand vous finissez votre phrase, pour éviter les c'est des tics de langage, eh bien il faut souffler, il faut expirer quand vous terminez votre phrase. Et cette astuce, mine de rien, c'est une petite astuce, mais elle change tout. En fait, le principe est simple. Si vous soufflez et vous expulsez l'air à la fin de votre phrase, vous n'avez pas d'air. Du coup, si vous n'avez pas d'air, vous n'avez pas de force, vous n'avez pas d'énergie pour faire le et du coup, ça vous court-circuite ce tic de langage qui est, de faire et de plus, ça vous donne une certaine prestance, un certain charisme parce que vous posez vos mots, vous incarnez cette parole et vous donnez l'image d'être quelqu'un de sûr de soi et qui s'exprime avec classe, avec éloquence et ça, j'aime beaucoup. C'est des choses vers lesquelles j'y vais et je vais parce que c'est des choses qui, justement, va vers cette idée de coopération. Mieux vous vous exprimez, mieux vous avez du vocabulaire, plus vous pouvez définir, décrire ce que vous faites et plus vous pouvez présenter, demander aux autres, finalement, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? Est-ce que vous voulez qu'on aille boire un café, qu'on passe un bon moment? Et tout cela est important. Heu, En tout cas, je vais, santé, bon week-end, je vais mettre un terme à ce live. Heu, je vous souhaite une excellente soirée. Je m'excuse pour le désagrément du début et vraiment, je suis désolé et navré que cet incident se soit passé. Hem C'est des choses qui arrivent, comme je l'ai dit, mais n'empêche que je m'excuse pour cette coupure et ce dialogue qui n'aurait pas dû être là et en tout cas, je vous présente mes excuses en tant que professionnel. Heu, je suis ici aussi responsable et co-responsable de cette, action et je tiens à vous présenter mes excuses pour cela. Hem de plus, je tiens à rappeler que
Si vous êtes bloqué, si vous avez quelque chose qui vous dérange, que vous ne comprenez pas et que vous avez des choses à dire et que vous sentez que vous avez besoin de dire des choses, hem, contactez-moi. J'ai justement 15 places qui sont disponibles pour, permettre de vous délivrer, de vous débloquer votre situation en 1 heure, retrouver clarté et apaisement dans vos idées et vous allez et en échange, heu vous me direz votre, finalement, je le reprends, c'est 60 € la séance au lieu de 90 pour retrouver apaisement et clarté dans vos idées à la fin de la séance en 1 heure et à la fin, vous me faites un avis sincère et honnête. Vous dites ce que vous voulez, ce que vous avez pensé et je reprendrai comme il l'est et je respecterai et je laisserai tel qu'il soit parce que la vous avez une liberté d'expression et si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas et si vous aimez, vous aimez. Voilà et pour ce faire, vous pouvez aller sur mes réseaux sociaux, que ce soit, LinkedIn, Facebook, Instagram ou notre site internet pour réserver votre séance. Le lien sera en description également, vous pourrez, y accéder et en plus, bonne nouvelle pour vous, si vous voulez pas le faire avec moi, vous préférez, une autre personne, vous avez Mélanie Ainaru Kaveri aussi, compétente que moi, qui pourra vous accueillir et vous guider dans cette séance pour retrouver clarté et apaisement. Sur ce, le live touche à sa fin. Heu nous sommes bientôt à 100 abonnés. C'est une première étape et pensez à vous abonner si ça vous a plu. Merci d'avoir regardé et d'avoir écouté. Je vous dis, vous avez rendez-vous avec Mélanie demain, j'allais oublier, à 15 heures pour un live bric-à-brac et ensuite, vous aurez, le prochain épisode de bric-à-brac vendredi avec moi et peut-être de la semaine, un live impromptu. Alors sur ce, bonne soirée, bon week-end, profitez bien et à très bientôt. C'était Frédéric Ranganayagi, coach professionnel chez Océan de Coach.